L'archéologie expérimentale, telle qu'on l'a définie en science, c'est un domaine de recherche, donc ça fait partie de l'archéologie, mais qui va un petit peu plus loin que le laboratoire. Okay? Ce qu'on trouve comme artefact dans le sol doit être analysé, puis on a plein de techniques scientifiques aujourd'hui, des machines qui nous donnent des fois la provenance des matériaux, la composition, on les mesure. Mais après ça, ce qu'on a, c'est des fragments. Et puis, c'est des fragments d'objets, des objets qui n'existent plus parce que les parties organiques ont disparu. Le bois, le cuir, ça a tout disparu. Au Québec, il nous reste de l'os, de la pierre. C'est pas mal ça. Donc, on s'entend que la majorité des pièces ont disparu. Et pour aller plus loin, ben, c'est peut-être d'essayer de comprendre l'objet comme outil, comme technologie, parce que ce sont des outils. Donc, expérimental, si on n'a pas toutes les pièces, ben, il va falloir tester, il va falloir essayer de reproduire d'abord les pièces qu'on a et ensuite voir comment ils pouvaient être assemblés pour servir à quelque chose. Des fois, on sait ce que c'est, des fois, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, c'est vraiment un côté artisanal qui se développe au Québec. Là. Ça existe depuis longtemps, puis dans certains pays, en Irlande, en France, en Angleterre, c'est très, très, très poussé. Mais ça, c'est un autre monde. L'archéologie expérimentale là-bas? Ouais. Ah oui. L'archéologie européenne, c'est un autre monde. Ici, en Amérique du Nord, l'archéologie expérimentale est en train de se développer. Donc, c'est valable en science d'essayer de reproduire les choses pour les comprendre, mais d'un point de vue technologique ou artisanal. Moi, ce que je fais comme archéologie expérimentale, c'est en dehors du milieu académique. Donc, je prends pas 1 million de mesures disons, en laboratoire. Là, tout est contrôlé, tout est pesé, à chaque étape, tout est mesuré. Ça, j'en fais en collaboration avec les universités. Mais moi, mon objectif, c'est l'éducation. Donc, j'essaye de comprendre comment les objets sont fabriqués, comment ils sont utilisés, je les utilise, je les teste, je les reproduis, pour ensuite pouvoir expliquer aux gens comment la vie fonctionnait à cette époque-là. Comment est-ce que les gens, sans métal, sans plastique, sans rien de tout ça, arrivaient à faire les mêmes choses que nous ou arrivaient à subvenir à tous leurs besoins avec strictement ce qu'il y a dans la nature. Parce tout le monde a cette idée de la préhistoire. Tu sais. La préhistoire, c'est les gens avaient faim, c'était difficile, les gens mouraient, c'était la misère. Ben non, on se rend compte que la préhistoire, c'était comme aujourd'hui. Les gens, ils mangeaient, les gens étaient confortables, ils étaient heureux, il y avait des familles. Ils socialisaient, il y avait des problèmes semblables aux nôtres. Donc, la vie était pas pire, était pas mieux, mais elle était différente. Et puis, c'est cette différence-là qu'on comprend pas dans notre mode de vie d'aujourd'hui. Donc, moi, je les reproduis, ces objets-là, pour montrer, regardez, ça pouvait être sophistiqué. On était capable de faire ces choses-là, même sans avoir une usine. Donc, moi, c'est vraiment pour l'éducation, pour redonner au passé une vision un petit peu plus positive. C'est-à-dire, ce qu'on a aujourd'hui, là, c'est pas la solution au passé. On n'a pas réussi à sortir d'une misère pour arriver à un monde idéal. Il est toujours pas idéal, le monde. On a simplement changé les choses, puis on a créé des nouveaux problèmes. Donc, c'est une façon de revaloriser le passé. Et ici au Québec, et moi, je travaille en Amérique du Nord, c'est aussi de redonner, comment je dirais, une valeur aux cultures autochtones. Ces cultures qui ont été bafouées et assimilées, puis encore aujourd'hui, là, on les voit pas toujours d'un bon œil, là, ça dépend de qui. Donc, montrer que, regardez, ces gens-là, avant que les Européens arrivent, là, il y avait déjà des civilisations super avancées. Puis avancées, je parle pas de technologie avancée. La technologie, c'est juste une chose. Socialement, c'est des gens super organisés, et puis il y avait tout ce qu'il leur fallait, donc on n'est pas venu les sauver en leur amenant du métal, des affaires de même. Il y avait déjà tout ce qu'il leur fallait, puis ça s'était développé pendant des millénaires. Donc, c'est de montrer, regardez, les peuples autochtones, c'est des peuples égaux à tous les autres. Oui, c'est ça. Technologiquement, socialement, c'est juste qu'on comprend pas exactement comment ils vivaient. Donc, on a tendance à voir ça comme quelque chose qui était moins bon, qui est dépassé. Qui était primitif. Mais c'est ça qui est particulier. La compagnie que tu as fondée s'appelle Technologie Autochtone. Ouais. Puis c'est pas des mots qu'on a l'habitude de voir ensemble. Parce que souvent, quand on dit le mot technologie de nos jours, on pense à quelque chose qui est électronique. On pense à la robotisation. Puis on a l'impression que plus c'est avancé technologiquement, mieux c'est. Puis moi, ce qui me fait plaisir, dans le fond, je suis ta page Facebook. Puis tu es très actif, puis tu publies souvent ce que tu fabriques, le processus, les objets. Puis moi, j'adore parce que ça m'apaise. On dirait que c'est un peu de... On revient à des matières naturelles, puis ça m'amène beaucoup de réflexion, puis de réaliser qu'il y avait le mot technologie, j'imagine, c'est pour désigner, c'est tout objet qu'un humain crée pour faciliter sa vie. Oui, c'est ça. Je le définis sur la première page de mon site web. J'ai fait exprès de choisir ce mot-là.
sais, technologie autochtone, parce que technologie, exactement, ça fait référence à ce que nous, on appelle une technologie de l'électronique. Une technologie, là, si tu vas dans la forêt, tu prends des morceaux de bois, des pierres, tu les travailles, tu les modifies, tu fais pas ça aléatoirement. Tu sais, il y a un concept, il y a un design, il y a une tradition, il y a un besoin, et puis c'est toutes des techniques artisanales. Il faut que tu comprennes tes matériaux. C'est comme un menuisier ou un forgeron, n'importe quel autre artisan. Donc, ce que tu conçois comme objet, c'est une technologie. Ça n'existe pas dans la nature, ça n'existe pas autrement que dans l'esprit humain et à travers les mains humaines. Donc, technologie autochtone, je fais référence à tout ce qui était utilisé, fabriqué et conçu avant l'introduction des technologies européennes. Et puis, c'est sophistiqué. Il y a des choses là, qu'on a de la difficulté à reproduire encore aujourd'hui. On a perdu ces talents-là. Il y a des choses qu'on comprend même pas. Puis il y en a d'autres qu'on comprend, puis on fait « wow ». On n'a rien aujourd'hui qui est capable d'accoter ça. Puis eux autres, ils y avaient pensé. Dans la simplicité aussi, des fois, des objets. Oui. Est-ce que, d'ailleurs, tu en as amené... oui, j'en ai amené quelques-uns. On va les regarder pour que les gens aient on pourrait commencer. On a parlé un peu de technologie moderne. Un exemple que j'aime, c'est ça. Ça, c'est peut-être un des meilleurs exemples de simplicité. Je te laisse deviner ce que c'est. Il faut faire attention où on met les doigts. OK. Pour ceux qui écoutent, c'est un bout de bois avec une bout d'os attaché puis une pierre au bout, je pense. Ça doit couper. Ouais. Mais je ne sais pas ce que ça coupe. Je ne sais pas si c'est la spécialité de... Eh bien, ça coupe à peu près n'importe quoi. C'est un morceau de pierre, mais pas n'importe lequel. C'est du chert. Chert, là, les gens utilisent le mot silex. Il ne faut pas dire ça en face d'un géologue. Là. Du silex, il n'y en a pas en Amérique, okay, géologiquement parlant. Mais on a des pierres qui ont les mêmes qualités. On leur donne des noms différents. Ça s'est formé différemment. Donc, le chert au Québec, c'est assez commun. C'est une pierre qu'on peut frapper et il y a des éclats, il y a des lames qui se détachent. Okay. Et quand je dis lame, le tranchant naturel de la plupart de ces pierres-là, ça dépasse ce qu'on fait avec l'acier actuellement. Ah oui? Ah oui. Si je parle d'obsidienne, qu'on n'a pas au Québec, l'obsidienne, il n'y a rien de connu actuellement qui tranche autant. Quand on casse un morceau d'obsidienne, ça casse à un niveau moléculaire. Wow. Donc, on s'en sert. Certains chirurgiens aujourd'hui s'en servent pour la chirurgie oculaire. Il n'y a aucun métal, aucun bistouri, il n'y a rien qui peut accoter ça. Ça, c'est pas de l'obsidienne, mais ça tranche comme ce qu'on pourrait appeler un exacto, ou même plus. Donc, c'est une petite lame parce que le matériau était rare, il n'était pas très disponible dans la région où ça se produisait. Donc, ils ont développé un minimalisme, ils ont détaché un éclat selon une technique bien précise. Là, on voit que c'est quand même droit, et puis il y a un tranchant. On n'a pas retravaillé ça. Le tranchant normal, c'est ça qui coupe. Puis là, ben, ça prend un manche, donc une pièce de bois, très minime, parce que dans l'environnement où ça se fabriquait, il n'y a pas beaucoup de bois. En fait, il n'y a pas d'arbres. Okay. Mais on peut trouver du bois flotté, du bois qui est parti de d'autres régions par la mer et qui a été emporté par le courant. Et je vais te donner un indice supplémentaire en disant que ce morceau d'os-là vient d'un caribou. Okay. Est-ce que tu imagines de quelle région ça peut venir? Pas de bois, il y a des caribous. Ça doit être dans le nord. Oui, l'Arctique. Ça, c'est un objet, on l'appelle un couteau à micro-lame. Micro-lame qui était fabriqué, c'est une reproduction, là, qui était fabriqué par un groupe culturel. Je ne veux pas dire un peuple, à cette époque-là, on ne peut pas le savoir, mais un groupe culturel qu'on appelle les Dorsetiens. Ce sont les prédécesseurs des Inuits. On sait que les Inuits habitent dans l'Arctique, mais avant les Inuits, il y a eu d'autres gens dans l'Arctique. Et moi, j'appelle ça un exacto de la préhistoire. Okay. Ça se faisait il y a 6000 ans, avec des pièces de bois très minimes récupérées sur le bord des berges, avec des pierres qui n'étaient pas très disponibles, donc ils en faisaient des petites pièces. Et ça s'utilise exactement comme un bistouri, un exacto, et ça coupe énormément. Petite démonstration. Ah oui, en plus, ça démontre. Ça, c'est un morceau de cuir de cervidé. Donc, ça s'utilise exactement comme nos exactos. Donc, je vais faire attention à votre table. C'est pas grave si tu fais du scratch. Aïe, aïe. C'est incroyable. Parfait. Puis l'attachement, c'est du tendon, je pense? C'est ça. Okay. Ça vient du caribou aussi. J'ai vu quelques-uns de tes publications. Est-ce que c'est toi qui as chassé le caribou? Non, il y a des chasseurs qui chassent encore aujourd'hui. Alors moi, je me fournis en matériaux auprès des gens qui ont encore accès à ça. Donc, le tendon, les os, c'est des caribous qui ont été chassés au Québec durant la saison de chasse. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne garde que la viande. Donc, toutes les autres matières qui sont de l'or pour moi, là, le tendon, les os, le panache souvent, la peau, en fait, tout l'animal, sauf la viande, aujourd'hui, c'est jeté.
Alors qu'avant, c'est ça, l'animal, il n'y a rien qui était perdu. Non, là, c'était... Tu tues un animal, un cervidé, là, ça veut dire cerf, orignal, caribou, c'était à la fois une quincaillerie, un supermarché. Tu avais ta nourriture, tu avais tes vêtements, tu avais tous tes outils dans cette bête-là. Donc voilà, c'est un outil très minimaliste dans un environnement qui a très, très peu de ressources, mais qui est extrêmement efficace. Et c'est pas facile à fabriquer, il faut que tout soit très, très bien ajusté. Je dis exacto parce que cette lame-là, un jour, elle ne coupera plus, elle ne peut pas être aiguisée. Donc, ils vont la sortir, la jeter et en mettre une autre. En plus, c'est durable. Voilà. Puis c'est ça, puis c'est totalement biodégradable. On en retrouve très peu de ces objets-là. Oui, justement, tu as été capable de le reproduire parce que tu as trouvé, dans le fond... Les pièces d'os sont assez durables. Puis la pierre? Les microlames, on les connaît. On en trouve en bois aussi, parce qu'on parle de l'Arctique. Okay. Dans l'Arctique, c'est gelé. Il y a du bois qui peut se conserver de milliers d'années. Okay. Là, si on descend à Montréal, ça n'existe plus. Donc, on a quand même une conservation intéressante. Puis, c'est des outils qui ont été utilisés un petit peu plus tard dans l'histoire. Mais voilà, très simple, très minimaliste. Puis, les gens se débrouillaient avec ça. Donc, pas besoin d'un coffre à outils au complet. Avec ça, ils coupaient leur viande, ils préparaient les vêtements. Donc, cet objet-là, je l'aime parce qu'il y a une analogie directe à faire avec nos bistouris ou nos exactos. On n'a rien inventé, on a apporté le métal. Mais si je dois comparer le métal à cette lame-là, je préfère avoir cette lame-là. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard. Puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!